Au sud de l'Argentine, la petite ville d'El Calafate est la porte d'entrée d'une des plus belles régions de Patagonie, le parc national des glaciers. Nous sommes sur les rives du lago Argentino, le plus grand lac du pays, qui s'étend sur 1500 km². À Puerto Bandera, nous avons embarqué sur un catamaran pour une journée de navigation vers les principaux glaciers du parc national. Après quelques kilomètres, on découvre les premiers icebergs qui se sont détachés des glaciers. La couleur verte des eaux est caractéristique du lait de glacier. Il est formé par les particules minérales en suspension issues de l'érosion produite par les glaciers. Après 1 heure de navigation, on atteint la zone montagneuse. Les sommets sont à un peu plus de 2000 mètres. La glace apparaît. La découverte du glacier Spegazzini est très impressionnante. Son front s'étale sur 1,5 km et c'est un des plus hauts de Patagonie avec une altitude qui varie entre 80 et 135 mètres. Le glacier Spegazzini ne présente pas de signe de rétrécissement. Son front continue même de s'élargir. Vu du ciel, on comprend mieux ce phénomène, car le glacier principal est alimenté par des glaciers annexes, le Mayo à gauche et le Paineta à droite. On distingue bien la coulée de glace qui descend du Paineta. La moraine est constituée par les sédiments que le glacier a arrachés pendant son parcours. Les grands glaciers de Patagonie sont en fait les terminaisons du gigantesque Hielos Continentales, un immense champ glaciaire de 500 km de long, à cheval entre Argentine et Chili. En Argentine, le parc national des glaciers a été créé en 1937. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981. Les bateaux se maintiennent à distance du glacier pour éviter tout risque d'accident si un bloc de glace venait à se détacher. C'est ainsi que se forment les icebergs qui flottent à la surface du lago Argentino. Le glacier Seco ne mesure que 4 km². Sa surface se réduit inexorablement. Nous avons mis pied à terre dans la baie Onelli, au fond de laquelle convergent 3 glaciers qui rejettent leurs icebergs à la surface du lac. En remontant le bras Uppsala du lago Argentino, on croise les gigantesques icebergs qui se sont détachés du glacier. Le vent et l'eau ont sculpté ces icebergs, dont n'apparaît hors de l'eau que 15% de la masse totale. Par endroits, le lac atteint 500 mètres de profondeur.
Lorsque le soleil apparaît, la lumière se met à jouer avec les cristaux de glace. On distingue déjà l'immense front du glacier Uppsala, qui s'étale sur une largeur de 6 km. Nous sommes face au plus long glacier d'Amérique du Sud, qui s'étire sur environ 70 km. Mais bien qu'il soit alimenté par des glaciers affluents, il est en fort recul, particulièrement depuis une dizaine d'années. Le recul des glaciers est mondial depuis le milieu du XIXe siècle, mais il s'est considérablement accéléré depuis 1980 à cause du réchauffement climatique. Le recul des glaciers affecte l'alimentation en eau douce de la planète, dont il représente 98,5% des réserves. À plus long terme, c'est le niveau des océans qui se trouvera affecté par la fonte des glaces. Le lendemain, nous retournons dans le parc national des glaciers, mais par la route cette fois, en longeant la péninsule de Magellan. C'est par un temps superbe, sous un soleil sans nuages, que nous découvrons l'extraordinaire glacier Perito Moreno. La situation géographique de ce glacier est exceptionnelle. Son énorme masse de glace vient buter contre la péninsule de Magellan, en formant une digue qui divise en deux bras les eaux du lago Argentino. D'une extrémité à l'autre, le front du glacier s'étale sur 4 km. Le Perito Moreno est long de 30 km. La falaise de glace se dresse sur 60 mètres. Au total, le Perito Moreno forme une surface de glace de 200 km². Le Perito Moreno est un des rares glaciers de Patagonie à ne pas être en régression. La digue de glace, qui s'appuie sur la péninsule de Magellan, fait monter les eaux du lago Argentino. Commence alors un lent travail de sape par lequel l'eau finit par creuser un tunnel sous la glace. Sous l'énorme pression, la digue finit par s'effondrer. C'est la rupture, un phénomène spectaculaire qui se produit en moyenne tous les 4 ou 5 ans. Régulièrement, on entend les énormes craquements de la glace qui avance et se broie. Au premier plan pousse le notro, un arbuste endémique de la Patagonie. La vision du Perito Moreno depuis la péninsule de Magellan était impressionnante, mais pour découvrir de plus près la muraille de glace,
nous avons poursuivi la visite en bateau. Nous naviguons sur le Braço Rico du lac, au sud de la péninsule de Magellan. C'est précisément ici que la masse du Perito Moreno vient buter contre la péninsule de Magellan, provoquant la montée des eaux qui érodera le glacier jusqu'à sa rupture. Sous un ciel si bleu, la glace prend des reflets extraordinaires pour un spectacle sans cesse renouvelé. Lorsque nous avons quitté le Perito Moreno, je l'ai regardé jusqu'à ce qu'il disparaisse au loin, comme pour garder le plus longtemps possible en mémoire le souvenir de cette merveille naturelle. C'est par la petite douane de Rio Gallegos que nous sommes passés d'Argentine au Chili. Dès la frontière, nous sommes entrés dans le plus beau parc national chilien, Torres del Paine. Les images en témoignent, c'est à Torres del Paine que nous avons vraiment fait connaissance avec la violence du vent patagonien. Les bourrasques troublaient même les paisibles guanacos. Le parc national a été créé en 1959 autour du massif du Paine. Au premier plan, l'Almirante Nieto culmine à 2640 mètres. Derrière lui se profilent les cornes du Paine. Les 240 000 hectares du parc sont sillonnés de sentiers, jalonnés de refuges qui font de Torres del Paine un endroit de rêve pour les randonneurs du monde entier. Le microclimat a donné naissance à une flore endémique, comme ces nénéos d'un rouge ardent. Les eaux du lac Péoé sont agitées par le vent qui souffle en bordure du massif montagneux. Elles ont la couleur caractéristique du lait de glacier. Depuis 1978, le parc national de Torres del Paine est classé parmi les réserves mondiales de la biosphère par l'UNESCO. Pour passer du lac Nordenskjöld au lac Péoé, l'eau venue des glaciers chute dans le Salto Grande. En longeant les rives du lac Nordenskjöld, on parvient au pied des cornes du Paine, dont la plus haute s'élève à 2900 mètres.
massif du Payne s'est formé il y a plus de 10 millions d'années. Quand l'ère glaciaire est arrivée, la glace a tout couvert, sauf les sommets les plus élevés. Quand les glaciers ont fondu, ils ont laissé le granit à découvert, mettant ainsi en évidence les roches noires qui n'avaient pas été recouvertes par les glaces. Ce panneau signale que la baignade est interdite dans le lac au Grès. Au beau jour, certains visiteurs n'hésitent pas à se baigner, au moins le temps d'une photo, dans les eaux du lac, au milieu des icebergs descendus du glacier Grès. Ce matin-là, c'était ciel bas et pluie glaciale. Une de ces journées où les cornes du Payne se dérobent au regard en s'enveloppant dans les nuages. La Patagonie est rude, imprévisible. C'est aussi ce qui fait sa beauté. Nous avons quitté Torres del Paine vers le sud pour atteindre la petite ville de Puerto Natales. Située au bord de la baie de l'Ultime Espérance, Puerto Natales est une petite ville de 15 000 habitants où l'on prend plaisir à se promener au milieu de rues aux maisons colorées. Sur la place centrale, la municipalité voisine avec l'église. Une vieille locomotive vient rappeler qu'autrefois, une ligne de chemin de fer reliait les abattoirs de la ville au port pour acheminer les moutons vers les grandes villes chiliennes. Car la baie d'Ultima Esperanza s'ouvre au loin sur l'océan Pacifique, à travers le dédale des canaux de Patagonie. De bon matin, nous embarquons sur le 21 de Mayo. Nous allons naviguer sur le fjord de l'Ultime Espérance jusqu'au parc national O'Higgins. Après une heure de navigation dans le canal Seigneurette, on atteint le fjord Eberhardt, du nom du capitaine allemand qui le premier installa ici une ferme en 1887. Au pied du mont Baliena, l'Estancia Margot est une de ces fermes d'élevage typiques de la région, seulement accessible par le fjord. À la deuxième heure de navigation, nous parvenons à la pointe Barossa, où niche une colonie de cormorans. Des centaines d'oiseaux reviennent chaque année sur ces rochers au printemps. Ils en repartiront lorsque les plus jeunes auront appris à voler. Nous sommes entrés dans le parc national Bernardo O'Higgins. Il a été créé en 1969 et c'est le plus grand du Chili. Il s'étend sur 3,5 millions d'hectares. Au pied d'une falaise, une grotte abrite une petite colonie de lions de mer. En espagnol, on les appelle plutôt lobos marinos, les loups de mer. Au printemps, ils restent dans le fjord pendant 2 mois,
c'est le temps de l'apprentissage pour les jeunes, celui où les couples se forment chez les adultes. Au loin, on reconnaît les cornes du Paine, en Argentine, distantes d'une trentaine de kilomètres. Et devant nous se dresse le majestueux mont Balmaceda, haut de 2035 mètres. Comme la plupart des glaciers de la planète, le Balmaceda est en régression. Il y a 20 ans, il atteignait encore le niveau de la mer. Vue de côté, la cuvette du glacier témoigne de son inexorable régression. L'eau des glaciers dévale les pentes du mont Balmaceda. Après 3h30 de navigation, nous parvenons à Puerto Toro, d'où nous allons cheminer, au milieu des Calafates, vers la base du glacier Serrano. Le glacier Serrano fait partie de la même masse glaciaire que le Balmaceda. Une lagune s'est formée où viennent flotter les blocs de glace qui se sont détachés. Sans le savoir, nous sommes épiés. Au loin, sur une branche, un condor nous observe. Une vingtaine de condors vivent dans ces falaises toute l'année. Le condor est un des plus grands oiseaux volants. Il pèse une douzaine de kilos pour une taille d'environ 1 mètre. C'est quand il s'envole que le condor est le plus impressionnant, avec une envergure qui peut atteindre 3,50 m. Japanese fishing float carries my soul out to the wells and out to the deep. L'envergure du condor lui permet de planer en cercle, en utilisant les courants pour éviter les efforts inutiles. Il peut parcourir ainsi des centaines de kilomètres en planant entre les courants ascendants. Après notre départ, les condors se sont mis à tournoyer au-dessus du glacier Serrano, sans doute en quête de ce que nous aurions pu laisser derrière nous. Car le condor des Andes est un charognard. La forme de ses griffes ne permet pas à sa patte de se refermer pour attaquer une proie et la maintenir au sol afin de la déchiqueter, comme le font les grands rapaces. Comme les vautours, le condor se nourrit de cadavres, d'œufs d'oiseaux ou du placenta des lions de mer. Lorsqu'il survole ainsi son territoire, le condor ne chasse pas. Il recherche les charognes dont il pourra se nourrir. De retour à Puerto Toro, nous réembarquons à destination de Puerto Natales. Quelques passagers poursuivent en Zodiac. Ils remonteront le Rio Serrano
pour rejoindre le parc national de Torres del Paine. Nous laissons derrière nous le mont Balmaceda, ses glaciers et ses condors pour redescendre le fjord de l'Ultime Espérance. À mi-chemin du retour, l'Estancia Perales se révélera une très agréable étape. Slipping around the shiny wooden floor, tearing up curtains and scratching up the door, breaking lamps and spilling recklessly. Nous quittons l'Estancia Perales pour la dernière partie du trajet qui nous ramènera en fin d'après-midi à Puerto Natales. Leo, 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 Leo. Prowling the room like skittish bandits might. Upon my face, keeping me up at night. Qui mieux que Bruce Chatwin, dans son célèbre récit de voyage en Patagonie, aurait pu décrire notre retour au port. La ville de Puerto Natales était inondée de soleil, mais des nuages violets s'amoncelaient à l'extrémité du fjord d'Ultima Esperanza. Les toits des maisons, rongés par la rouille, ferraillés dans le vent. Nous étions de retour du fjord de l'Ultime Espérance. Dans cette région, les noms de lieux disent encore le désespoir des premiers explorateurs de ces canaux de Patagonie. L'île de la déception, la baie de l'inutile, Port Famine. Au bord du détroit de Magellan, et face à la Terre de Feu, Punta Arenas est la capitale de la région de Magellan et de l'Antarctique chilien. Fondée en 1848, la ville s'est développée sur les rives du détroit de Magellan, tout d'abord grâce aux industries liées à l'élevage du mouton, puis, à partir de la moitié du XXe siècle, grâce à l'exploitation du pétrole de la Terre de Feu. Le cimetière de Punta Arenas a été fondé en 1894. Il abrite les mausolées des riches familles pionnières de la région, comme ici les Brown Menendez. De nombreux caveaux appartiennent à des familles croates. Le tiers de la population de Punta Arenas est originaire de ce pays. Des emplacements étaient réservés aux membres des sociétés de secours mutuels. Ici les Français, à quelques mètres les Italiens. Les pompiers avaient aussi leur société d'entraide. Le musée régional de Magellan est situé dans l'ancienne résidence de la riche famille Brown Menendez, alliance des deux plus grosses fortunes de la région. La demeure a conservé son mobilier d'origine, qui témoigne du style de vie des riches colons au début du XXe siècle. À des milliers de kilomètres de distance, les notables de Punta Arenas s'employaient à cultiver le mode de vie de l'Europe dont ils étaient issus. Les
Les bâtiments traditionnels bordent la place d'Armes, la cathédrale, construite en 1901, et le palais du gouvernement provincial. Sur la place, la présence de nombreux militaires rappelle que Punta Arenas est un port important pour le Chili. Au centre de la place, une statue de 1920 témoigne de la reconnaissance des colons envers celui qui, en découvrant le détroit, 400 ans plus tôt, allait faire leur fortune, Fernand de Magellan. Le navigateur est soutenu par une sirène. À ses pieds, 2 Indiens rappellent les indigènes de Patagonie et de la Terre de Feu, à jamais disparus. Et selon la tradition, celui qui embrasse l'orteil de l'Indien reviendra un jour à Punta Arenas.